Hier avait lieu le Who's Number One avec Mika Galvao et Diogo Reis qui ont combattu dans un tournoi à 4 personnes. Donc Diogo en moins de 66 et Mika en moins de 77 kilos. Je voulais revenir sur leurs deux performances parce qu'ils ont été champions et je voulais aussi revenir sur la performance bien évidemment de Gordon Ryan. Voilà, on va revenir là-dessus. Je vais vous donner un peu mon point de vue et techniquement et de la façon dont ils abordent le combat. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas, mettez un petit like tout de suite, comme ça c'est fait, ça aidera la vidéo à remonter. Vous êtes souvent là à m'envoyer des messages en disant « Nico, c'est dommage, tu ne nous fais pas assez d'analyse sur le combat au sol ». Écoutez, c'est maintenant, faites remonter cette vidéo en mettant du like, des commentaires. Et puis c'est comme ça que vous allez m'aider à faire connaître mon contenu et j'essaierai du coup de vous proposer beaucoup plus de vidéos sur le combat au sol. Du coup, on va commencer avec Diogo Reis, donc moins de 66 kg, champion de la DCC. Ils étaient 4 dans sa catégorie avec lui. Hein. Donc ça veut dire qu'il était déjà demi-finale, finale. Et donc au premier tour, il affronte Chris Krikorian. Chris Krikorian, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a gagné les sélections ADCC aux États-Unis sur la dernière édition. Il avait soumis la plupart de ses adversaires sur clé de talon. Et franchement, il avait été impressionnant. Et le petit truc, c'est que depuis cette compète-là, depuis cette grosse performance qu'il a eue, derrière, il n'a pas fait de performance, il n'a pas reperformé, il a fait que pas forcément des contre-performances parce qu'il a pris quasiment que des gens qui au final étaient du niveau de la compétition qu'il a gagné. Donc en fait, il a atteint, je pense, on va dire le top 15 ou le top 10. Et dans ce top 15, ce top 10, il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à passer un cap. Et là, franchement, face à Diogo Reis, il était inexistant, quoi. Il n'a pas inquiété Diogo Reis. Et d'ailleurs, on va revenir là-dessus un petit peu après. C'est de la façon dont les trois noms que j'ai cités au début, ils dominent les gens. On en reparlera juste à la fin, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai besoin d'avoir votre avis aussi là-dessus. Et en fait, il a vraiment été inexistant. Et en fait, je ne comprends pas comment, à ce niveau-là, enfin, si tu acceptes d'être dans ce genre d'événement, si tu acceptes de te confronter à ces gens-là, c'est impossible aujourd'hui, sans kimono, d'arriver et d'avoir quasiment un niveau, j'ai pas envie de dire zéro en lutte, parce que je pense qu'il a quand même de la lutte, mais en tout cas, face à Diogo Reis, il n'a rien proposé, quoi. Il n'y avait rien. Tout ce qu'il espérait faire, c'était single leg et aller chercher la clé de talon à partir de là. Mais Diogo Reis, il faut plus qu'une technique pour le surprendre quand même. Il analyse énormément ses adversaires, il trouve les parades, etc. Enfin, voilà, on est sur du haut niveau et on ne peut pas se présenter à un événement comme ça face à Diogo Reis avec seulement une technique debout, quoi, ou deux. C'est pas possible. Et voilà, il espérait prendre les clés de talon, mais je pense que Diogo Reis a quand même montré des super défenses de clés de talon tout au long de son parcours à la DCC et depuis aussi sa victoire à la DCC. Donc je pense que miser là-dessus uniquement, c'est compliqué. Et c'est là où on voit en fait que quand quelqu'un a qu'une seule arme, ça peut fonctionner en fait sur une compétition, deux compétitions. Mais aujourd'hui, avec la vidéo, c'est impossible. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, mais c'est impossible de miser que sur un schéma tactique, un schéma de technique, c'est pas possible. Voilà, si on veut atteindre le haut niveau. Donc je pense que Chris Krikorian a vraiment besoin de se réinventer s'il veut aller chercher ce top 15, ce top 10 de ce sport. En finale, il prend Gabriel Souza. Alors gros combat face à Gabriel Souza. Franchement, Gabriel Souza, il m'a impressionné. C'est surtout son niveau d'envie et son niveau physique parce qu'il a tenu 15 minutes alors que quand même, je pense que plus de la moitié du combat, il se fait écraser, dominer par Diogo. Et les instants où Diogo l'a un peu laissé libre, il a montré vraiment de l'envie et du physique. Donc il m'a vraiment impressionné là-dessus parce que fallait y aller. Hein. Moi, je m'entraîne régulièrement avec Diogo et je sais ce que c'est d'être en dessous de lui. Même si je fais 10 kilos de plus que lui, franchement, quand il est au-dessus de vous dans la garde, il met vraiment une grosse pression. Malgré qu'il soit à 66 kg. Et on ne se rend pas bien compte, hein, forcément, avec sa voix d'enfant et son physique où on dirait qu'il a moins de 16 ans. On a l'impression que c'est tranquille. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui le call out, qui veulent l'affronter et qui pensent pouvoir avoir la clé face à lui. Alors que Mika, il n'y a personne qui veut le call out. Enfin, c'est assez marrant, on en parle souvent dans le club. Donc Mika, Mika, il fait peur quand même.
Et on a envie de les mecs ont envie quand même de l'affronter, mais il faut quand même que je me prépare 2-3 mois pour l'affronter. Alors que Diogo, les mecs, ils osent un peu plus l'appeler, donc c'est assez marrant. Et les gens, comme dit Melky, leur prof, les gens ont du mal à respecter Diogo alors qu'il fait des énormes performances. Et là, encore une fois, malgré un Gabriel Souza qui est présent physiquement, présent mentalement, et qui essaye de mettre en danger Diogo, et bah franchement, il est encore une fois passé à côté de son combat. Et en fait, quand vous regardez tous les combats de Diogo, bah, il arrive à faire en sorte que la personne sorte complètement du combat. Et pas ça. En fait, je suis sûr qu'à la fin du combat, ses adversaires disent « Oh là là, je suis passé à côté de mon combat. Ah, j'ai pas fait du tout un bon combat et tout. » Mais en fait, c'est Diogo qui a fait en sorte de faire sortir son adversaire de son combat. Voilà. Après, on a eu Mika Galvao. Donc Mika Galvao qui a affronté au premier combat J-Rod. Donc, j'avais un petit peu peur, sans non plus totalement avoir peur. On sait jamais, J-Rod il peut surprendre sur des techniques. Mais aujourd'hui, pareil, aux sélections DCC, il a surpris sur son buggy choke. Et si vous regardez bien, bah, depuis ça, il n'en a pas refait parce que à ce niveau-là, je vais devoir changer d'espace parce qu'il y aura un petit peu de bruit. Du coup, on reprend. On a changé de visuel. Donc, on était à J-Rod face à Mika Galvao. Donc, J-Rod, en fait, voilà, il était dangereux sur une première sur l'édition de la sélection DCC où il a surpris tout le monde avec son boogie choke. Il arrive à la placer de n'importe où. Et là, on a vu que les peu de fois où il pouvait peut-être le placer, et ben en fait, Mika a tout de suite, on va dire, préparé, empêché cela avec voilà, une main à la hanche, une main à la gorge. Et on voit que le contrôle en 100 kg, il a quand même vachement adapté Mika. Et c'est pour ça aussi que je pense que J-Rod a réussi à s'échapper plusieurs fois du contrôle 100 kg de Mika. Juste, je regarde un petit truc. Pour être sûr que le micro marche bien. Du coup, grosse performance encore de Mika où bon, il était là, il combattait face à J-Rod, il souriait, limite il parlait au public pendant ce temps-là. Voilà, J-Rod, on se rend bien compte qu'il est à des années-lumière de Mika. Il peut peut-être, sur un combat sur 20, peut-être surprendre sur un truc. Mais aujourd'hui, il a besoin aussi de se réinventer, je pense, et pas que compter sur son cardio, où il a 4 poumons, accélérer ses adversaires, parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, tout le monde a du physique. Et dans le top 10, 15, ça va être difficile de faire la différence avec ça seulement. Donc, il faut qu'il mise sur autre chose. Finale, non, normalement, ça devait être Mika Galvao face à Taket, mais Taket, apparemment, s'est blessé face à PJ Barch en demi-finale. Comme je disais à ma famille quand on regardait ensemble, c'est que en fait Taket, alors je sais pas si c'est le William, je crois que c'est William, ils sont deux, c'est des frères, je sais plus lequel des deux qui a combattu, mais c'est le plus jeune, celui qui a 19-20 ans. Et en fait, quand on est sur un tournoi comme ça, où on fait les deux combats dans la même soirée, avec peu de temps de récup, pour moi, il est parti beaucoup trop fort et la stratégie, elle n'était pas bonne. Enfin, il a gagné, très bien, mais il n'a pas pensé au combat d'après, en fait. Et pour moi, il a envoyé beaucoup trop la sauce, ou il a beaucoup trop envoyé d'énergie dans ce combat-là. Et ça l'a empêché de faire la finale face à Mika Galvao. Donc au final, il a gagné, mais il a perdu parce que ça a été mal géré. Et du coup, c'est PJ Barch qui va en finale. Alors le pauvre, il perd en demi, il va quand même en finale. Puis en finale, il se prend une clé de bras par Mika. Moi, j'aime beaucoup ce combattant-là, PJ Barch. Voilà, c'est un mec avec profil un peu lutte adapté pour le combat au sol. Bon, même s'il se fait jeter en l'air par Taket, mais bon. Encore une fois, on peut être très bien techniquement, on peut avoir peut-être la bonne stratégie. Mais si le mec en face de nous, il nous met un rythme qu'on n'est pas capable de tenir, c'est difficile de mettre en application nos techniques. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez retenir aussi si vous voulez travailler au club ou avoir conscience aussi quand vous regardez un combat, c'est que alors Taket, moi il m'a impressionné son niveau en lutte, ce qu'il a proposé en lutte face à PJ Barch, parce que PJ Barch c'est pas du tout un mauvais en lutte, il n'est pas mauvais en lutte, il est vraiment bon. Mais là, l'autre, il lui a mis tellement de rythme et puis il est venu chercher des techniques qu'il ne faisait pas forcément sur d'autres combats. Donc je pense qu'il l'a vraiment surpris techniquement. Mais malgré tout, si on compare vraiment les deux, PJ Barch normalement est meilleur que lui. Mais l'autre, comme il a mis un tel rythme,
que PJ Barge, bah voilà, 33 ans, l'autre 19 ans, bah il a mis un rythme de jeune et l'autre il a besoin d'être un peu plus posé pour mettre ses techniques en place. Bah voilà, Taquet est passé, sauf qu'il est passé, mais il s'est blessé, du coup il n'a pas pu faire la finale face à Mika. Donc c'est PJ Barge qui y est allé. Il y a eu une séquence où en fait, je sais plus ce qu'il fait PJ Barge, mais il va pour ramener au sol Mika. Mika il défend et en fait qu'est-ce qui se passe? PJ Barge tape la tête au sol. Alors il est un peu sonné et quelques secondes après, bon ça reprend. Après c'est lui qui dit qu'il est capable de reprendre. Il reprend. Et là, il va pour faire le underhook sur Mika et Mika part tout de suite sur une clé de bras. D'ailleurs, cette clé de bras-là, Mika l'a montré avec moi. Enfin, Mika l'a montré sur moi dans une des vidéos que j'ai filmées sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker ça. C'est une clé de bras, comme il dit, c'est Frank Mir qui fait ça. Enfin, on peut faire sur la Frank Mir à la fin. Mais de la façon dont il va la chercher, c'est de la même façon qu'il a montré la Frank Mir sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker ça sur la chaîne YouTube. Et du coup, en plus, ce qui est super intéressant, c'est la clé de bras qu'il a tenté sur J-Rod. Il n'a pas réussi à la faire parce que l'autre, il a réussi à défendre, il a tourné, il a bougé. Et on voit tout de suite qu'il s'est adapté lors de son dernier combat, donc en finale, parce on voit qu'il a été beaucoup plus inquiété de contrôler la jambe pour éviter PJ Barge de tourner. C'est chose qu'il n'a pas faite avec J-Rod et c'est pour ça que J-Rod a réussi à s'échapper. Et je pense que forcément entre les deux combats, le père de Mika et Mika ont analysé ça et ont vu tout de suite que c'était l'erreur qu'il a commise pour ne pas réussir à finaliser J-Rod. Et du coup, on voit qu'il s'est adapté tout de suite. Dernier combat qu'on va voir, c'est Gordon Ryan face à Patrick Gaudio. Alors Patrick Gaudio, je m'entraîne avec lui de temps en temps. Il m'écrase plutôt de temps en temps à Pyramide Grappling. Et déjà, bon, malheureusement pour lui, déjà quand en fait ils se sont affrontés, alors je crois que c'est en 2017 ou 2018, quand ils se sont affrontés, alors ça a été un combat vachement équilibré, après c'était dans les règles BJF sur 10 minutes, là c'est un combat de 30 minutes, et donc forcément celui qui est le plus technique et le plus stratégique, bah, il va gagner. Et forcément, bah, Patrick Gaudio, ça n'a pas été c'est pas forcément le mec le plus stratège du milieu. Après, c'est le mec qui a du mental, c'est-à-dire qu'il y va, il n'a pas peur. Et c'était un mec qui, à l'époque, du coup, ne respectait pas Gordon comme les autres le respectaient, avait peur de lui. Parce qu'en fait, Gordon, il faut quand même savoir que quand il va en compétition, il va clasher tout le monde. Et tous ceux qu'il va soumettre ou défoncer, bah, après, il va en fait récupérer ça pour vendre après ses DVD, ses techniques. Et du coup, bah, tout le monde est un peu là. Non, je veux pas être un highlight. Je veux pas être le highlight de Gordon Ryan. Sauf que lui, Patrick Gaudio, il s'en fout et il lui était rentré dedans pendant la compétition et du coup, ça faisait un combat super équilibré. Sauf que depuis ce combat-là et aujourd'hui, bah, il y en a un qui a fait comme ça et puis il y en a un qui a fait comme ça. Donc forcément, personne s'attendait à ce que Patrick Gaudio gagne ce combat ou domine voilà. Après j'espérais quand même qu'il y ait un petit peu d'adversité et il n'y a pas eu d'adversité et ça a été vraiment un massacre, hein. Gordon Ryan a ramené quand même rapidement Patrick Gaudio au sol et puis il lui a fait ses séquences qu'il fait, demi-garde, pression, il passe une première fois, il laisse reprendre, pression, il repasse, il prend la montée, il laisse reprendre, pression, il repasse jusqu'à ce qu'il ait complètement épuisé physiquement et mentalement son adversaire. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah, il prend le dos et il fait une clé de bras. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Alors ça, c'est la spéciale, il fait tout le temps ça, Gordon Ryan, il annonce déjà quelle technique il va utiliser pendant son combat. Alors il met ça dans une enveloppe, là c'était dans une boîte. Il dépose ça sur la table des arbitres en début de combat. Il combat et à la fin, il va ouvrir et puis il montre ce sur quoi il avait dit, il a écrit qu'il allait finaliser son adversaire. Et là, c'était clé de bras. Et donc, il dit encore une fois, retrouvez mon DVD sur BJJ Fanatics. D'ailleurs, il est sur bjjfanatics.com en anglais et bientôt sur bjjfanatics.fr en français. Donc, vous pourrez récupérer. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a un petit cadeau pour vous. Allez récupérer la vidéo gratuite sur BJJ Fanatics France pour pouvoir découvrir le site, pour voir un petit peu ce qu'on propose, le format de vidéo. C'est une vidéo avec moi, c'est s'entraîner tout seul à la maison. Mais après, voilà, vous pouvez récupérer aussi des vidéos avec Craig Jones, Gordon Ryan, Cédric Doumbé qui a combattu ce week-end
Vous pouvez voir Mansour Barnaoui, Daniel Voirin, enfin voilà, il y a plein de Français, mais il y a aussi des vidéos avec Gordon Ryan, Dan Hauer, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, le lien il est dans la description. Et du coup, il fait ça à chaque fois, il annonce, il filme son DVD la semaine avant, il annonce ce qu'il va faire, donc il met ça dans une feuille, pap, et après le combat, il montre, voilà, je voulais faire une clé de bras à Patrick Gaudio, c'est ce que j'ai fait, achetez mon DVD parce que ça marche. Bon. Top, franchement, il faut avoir quand même du courage pour faire ça. Il y en a qui vont dire ah, c'est pas respectueux, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais en fait, ce qu'il faut se dire à un moment, c'est que on est combattant, on sacrifie du temps de notre vie pour ça. Au début, on ne gagne pas d'argent avec ça, mais l'objectif, bah, voilà, c'est de gagner des compétitions pour nous-mêmes, pour grandir dans notre tête, grandir physiquement, grandir en tant que personne. Mais au bout d'un moment, on a tous des factures à payer. Et donc, l'objectif, c'est quand même en même temps qu'on s'entraîne ou en même temps quand on combat, bah, c'est de gagner de l'argent. Maintenant, c'est pas comme d'autres sports, comme le foot où on est payé pour être entraîné. Ça n'existe quasiment pas dans notre sport. Par contre, pour gagner de l'argent dans notre sport, on a ces possibilités-là de donner des stages, donner des cours, vendre des DVD en ligne, vendre du matériel, des vêtements, ouvrir un club, etc. Mais pour lui, ce qui marche le mieux, bah, c'est de proposer des DVD, donc c'est ce qu'il fait. Et donc c'est son business et c'est comme ça qu'il paye ses factures, qu'il achète sa maison, ses voitures, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut respecter et je pense que c'est pas non plus tout le monde qui est capable de faire ça. Donc respectons Gordon Ryan aussi pour tout ce qu'il apporte pour le milieu. Après forcément, il y a des choses qui peuvent être mieux faites, mais c'est pas en faisant rien qu'on risque de faire des erreurs, hein, c'est en tentant, voilà, je pense que lui-même il voit, ah là j'aurais pas dû dire ça peut-être, ah là je regrette ci, je regrette ça, je vais m'améliorer, Mais après, sur le tatami, moi qui ai eu la chance d'être sur le même tatami que lui quelques fois, bah, c'est vraiment quelqu'un qui est beaucoup plus respectueux des débutants, des ceintures blanches, des gens avec qui il tourne, que beaucoup de ceintures noires qui font après ce qu'ils disent soi-disant sur internet, parler de je suis humble, je suis j'ai pas d'ego, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Pas vous citer des noms, mais je peux vous assurer qu'il y a des mecs qui ont beaucoup ce discours-là sur internet, mais que sur de tatami, c'est des vrais chiens, quoi, qui respectent personne et limite s'ils vous blessent, c'est pas bien grave, quoi. Donc voilà, et Gordon Ryan, bah, j'ai fait une vidéo avec lui d'ailleurs. N'hésitez pas à la voir sur la chaîne YouTube. Et franchement, il y en a qui disent ah mais tu l'as payé et tout. J'ai pas payé, je suis allé le voir à la fin du cours. Je lui ai dit est-ce que c'est possible de faire une vidéo avec toi sur telle position que tu as fait sur telle personne. Ah ouais, pas de souci, il a pris son portable, il est allé chercher le combat, il a regardé la séquence, il m'a dit c'est celle-là, c'est ci, c'est ça. Il a pris du temps pour moi, quoi. Il a pris peut-être 15 minutes de son temps pour moi. Un athlète de haut niveau qui fait beaucoup d'argent, donc. Voilà, et après on a fait la vidéo et il a vraiment répondu à toutes mes questions. J'ai essayé de faire de mon mieux. Moi, j'étais après quand même impressionné, un peu stressé quand même, parce qu'en plus, c'est en anglais. Je parle anglais, mais pas non plus à un haut niveau. Donc voilà, j'ai eu la chance de faire ça. Donc voilà, respectons. C'est pas parce que le mec il a cette attitude-là sur les réseaux que c'est un mauvais gars. Non, il fait énormément et je pense que c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Et puis peut-être aussi prendre exemple sur certains aspects. Voilà. Et pour terminer, le truc que je vous disais en début de vidéo, c'est je voudrais revenir sur ces trois combattants-là, Diogo Reis, Mika Galvao et Gordon Ryan. Et en fait, je voudrais que vous regardez peut-être leur combat et que vous voyez à quel point ils laissent presque aucune chance à leur adversaire de gagner le combat. Et à quel point, en fait, ils vont chercher les points faibles de l'adversaire. Alors Gordon Ryan, lui, il va vraiment imposer son jeu, contrairement à peut-être Diogo et Mika, où ils vont être vraiment beaucoup plus capables de s'adapter à l'adversaire. Lui aussi, il va avoir une certaine adaptation, mais c'est plus, il a son répertoire technique et il va dire, bon, bah ça va bien marcher avec lui, ça va bien marcher avec lui. Et il va imposer, mais c'est quand même dans son jeu et il va y aller droit dedans. Donc, alors que Diogo Reis et Mika vont un peu plus s'adapter quand même que Gordon Ryan et faire un jeu un peu différent de ce qu'ils peuvent faire d'habitude, tout en faisant quand même leur technique forte, mais il y a quand même beaucoup plus d'adaptation. Et aussi, ce qu'il faut que vous disiez, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes catégories de poids. Dans les lourds, bah, il y a beaucoup plus de physique engagé et il y a beaucoup moins de technique. Lui, Gordon Ryan, il arrive avec quand même beaucoup plus de technique que la majorité des lourds dans cette catégorie-là. Alors que Diogo Reis, bah, il arrive face à des mecs qui sont très techniques. Donc lui, il se doit d'être encore plus technique et d'encore plus adapter sa technique par rapport à son adversaire. Mika, c'est
un tout petit peu moins technique que les catégories de Diogo, mais il y a beaucoup plus de physique engagé dedans. Voilà, et donc il faut vraiment prendre en considération tout ça pour se rendre compte de la qualité des athlètes et ce qu'ils arrivent à mettre en place sur des gros événements comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé du Who's Number One. Si vous n'avez pas regardé, vous pouvez voir gratuitement la plupart des combats sur Flow Grappling, sur la chaîne YouTube de Flow Grappling. Sinon, si vous avez Flow Grappling, vous pouvez voir la totalité de l'événement. Et mettez un like, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à venir me voir aussi sur Instagram, sur notre chaîne NR Fight Club Paris, où il y a des analyses en français et en portugais sur ma chaîne à moi, Nicolas Renier, en portugais, en anglais, des fois en français. Voilà, j'essaie de mélanger un petit peu. Et voilà, merci à tous et on se voit dans la prochaine vidéo. Désolé pour les petits changements de scène et tout, mais je